Vous êtes journaliste à TV5. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Je reçois également Monsieur Boubacar Ba. Je rappelle que vous êtes donc directeur marketing de MPOK. Bienvenue. Bonjour. Je l'ai bien prononcé. Merci. Bienvenue. Et ensuite, donc, je reçois pour la première fois également Monsieur Kalbassou Daniel. Je rappelle que vous êtes directeur du Crédit du Sahel, de la Banque du Crédit du Sahel. Bienvenue. Merci beaucoup. Et enfin, je reçois donc Louis Kemayou, qu'on ne présente plus, qui est donc le président du club de la presse africaine. Autant pour moi, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par poser la question à vous, qui êtes des journalistes. Que pensez-vous 40 milliards d'euros envoyés chaque année par la diaspora africaine? Comment est-ce que cela contribue au développement? Je vais commencer par Christian. Je crois qu'il faut souligner, quand on parle de développement, qu'il s'agit moins de développement que d'un soutien, et en particulier à la consommation. C'est surtout ça. Et de mon point de vue, ces transferts des migrants qui sont effectivement importants, le chiffre que vous avez annoncé concernant l'Afrique subsaharienne peut être mis en regard avec le chiffre de 180 milliards de dollars par exemple entre 2000 et 2006 concernant l'ensemble des transferts dans le monde. Donc c'est considérable, c'est 2 fois l'aide publique au développement sur la période de 2000 à 2005. Mais en Afrique subsaharienne, il s'agit moins de développement au sens où on pourrait l'entendre, c'est-à-dire développement des infrastructures, développement d'un secteur comme l'éducation, qu'un apport qui permet aux ménages soit de sortir de la pauvreté, soit de sortir simplement la tête de l'eau en matière de consommation, parce que les conditions de vie sont difficiles. Beaucoup de personnes sont sans emploi dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et voilà, les migrants apportent de l'argent frais. Très souvent d'ailleurs, ça ne passe pas par les circuits financiers formels que représente ici M. Kalbassou, mais ce sont des transferts informels. Au Mali par exemple, c'est de l'argent frais qui arrive, soit par des migrants qui repartent, soit par des voyageurs qui ramènent des euros. Et donc, je ne parlerai pas tout à fait de développement. Si on considère que la consommation c'est un développement, alors oui, dans ce cas, effectivement, ça peut contribuer au développement. Mais pour ma part, c'est très souvent pour des besoins immédiats que cet argent est utile. Absolument. Très bien. Alors, comme on a vu dans le reportage, justement, Christian vient de le dire, c'est plutôt un impact sur le social, directement, soutien à la consommation. Mais est-ce qu'il est possible, justement, après je vais passer la parole aux messieurs qui sont concernés, mais est-ce qu'il est possible d'avoir, justement, dans cette partie de transfert, une partie qui contribue notamment aux infrastructures? Oui, la réponse est clairement oui. La réponse est oui, parce qu'il s'agit d'un rendez-vous qui doit avoir lieu entre les émetteurs et les récepteurs. Dans un pays comme le Mali ou le Sénégal, voire le Maroc, il y a une banque des Maliens de l'extérieur, une banque des Marocains de l'extérieur, qui fait que vous pouvez tenir des comptes en devises. Et quand on fait entrer des devises sans avoir à vendre de matières premières, c'est toujours mieux que de vendre, de brader ces matières premières pour avoir quelques devises. Donc là déjà, très clairement, on a une marge de manœuvre qui est importante. La deuxième, c'est que l'Union africaine a considéré que la diaspora était la 6e région. Tout à fait. C'est quelque chose qui est accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Mais par la suite, qui ne se traduit pas sur le terrain, il faut traduire cela par des actes concrets. Et malheureusement, c'est là où le bas blesse. Il n'y a pas d'accompagnement pour que cela puisse se réaliser. Et donc, quelque part, vous avez des assistantes sociales d'un côté, vous avez de l'autre côté ceux qui pourraient accompagner ces assistantes sociales pour que l'action porte effectivement ses fruits, et puis les récepteurs qui sont là. On est dans une tripartite où les choses ne sont pas claires, où les infrastructures ne sont pas en place pour que le jeu se passe convenablement. C'est comme si vous aviez un match de football, que vous aviez les adversaires sur le terrain, les 2 protagonistes, qui avaient un arbitre, mais que finalement il n'y avait pas d'assistant de l'arbitre. Et donc finalement, le match peut se jouer, mais est-ce qu'il se jouera dans des conditions convenables pour que le spectacle soit à la hauteur de l'attente des spectateurs venus sur le terrain? Je n'en suis pas convaincu. Donc j'utilise cette image parce qu'elle peut parler à tout le monde, mais je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop caricaturé le rôle et la contribution de la diaspora, et il serait temps que d'un côté comme de l'autre, on comprenne qu'il y a des règles du jeu, que chacun doit jouer son rôle. L'État doit encadrer la procédure pour que et les récepteurs et les émetteurs puissent
puissent profiter de cette manne qui est quand même une manne assez importante. On l'a relevé chacun à son niveau, mais il faudrait également que la diaspora qui investit se sente prise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire comme de simples citoyens qui sont à part entière des acteurs pour le développement de leur pays. Très bien. Ça me permet de vous passer la parole à vous, Monsieur Kalbassou. Alors, il me semble avoir entendu que vous êtes un ancien de Western Union et justement, le reproche qu'on fait souvent à Western Union, c'est que les frais d'envoi sont très chers. Est-ce que ce n'est pas possible, justement, dans les frais de transfert, de prélever une partie qui est injectée directement dans la construction des infrastructures, des écoles, par exemple? Merci pour la question, Karine. Oui, avant de parler de frais, je voulais dire un mot sur ce qu'on venait de dire. En économie, on nous dit que le développement peut venir soit à travers la consommation, soit par travers l'investissement. Les deux, d'une manière ou d'une autre, se rejoignent parce que s'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de développement des industries ou de la production. Il faut donc augmenter la production, qui est la consommation. Donc, pour relancer une économie, il faut donc soit par la consommation, soit par l'investissement. Je suis désolé, M. Kalbassou, mais les économistes ne sont pas d'accord là-dessus. Je pense que la croissance à long terme, ce n'est pas la consommation et surtout pas cette consommation-là. Ce n'est pas la consommation qui permet d'avoir une croissance à long terme. Bon, vraiment. Non. Mais le deuxième point que je voulais ajouter, c'est qu'on considère que l'argent, c'est aussi comme toute une marchandise. Et plus il y en a, effectivement, les gens ont plus de moyens dans un village. La première chose qu'ils cherchent à résoudre, c'est le problème immédiat. Je suis d'accord avec vous. Faire la consommation. Mais si on a beaucoup plus de moyens, on va détourner. Par exemple, il me faut acheter un sac de maïs ou d'engrais pour produire du maïs ou pour produire des arachides. Augmenter sa production. C'est un élément très important et dans les villages, c'est ça le développement. Et je connais aussi des zones où la diaspora est organisée, envoyée pour construction d'un centre de santé. Par exemple. Oui, et soutenir la construction d'une salle de classe. Ça dépend maintenant de l'organisation. Sans interrompre, M. Kalbassou, vous savez bien qu'on ne peut pas se substituer à nos États dans nos pays. C'est-à-dire que quand la diaspora est organisée en association pour apporter un centre de santé, une école ou je ne sais quoi d'autre dans un village, voire dans une ville, ça n'est pas ça qui permet de soutenir l'économie d'un pays, le développement d'un pays. Je suis d'accord avec vous. C'est un soutien. Oui, c'est un soutien, je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que si vous regardez dans l'immédiat, le temps que l'État réagisse et connaissant nos procédures, effectivement, les investisseurs individuels ou les personnes physiques, s'ils veulent vraiment sortir leur développement, il faut commencer par là. Je sais qu'il y a les grandes infrastructures, on a besoin de l'État. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, pour revenir à la question de savoir les frais, mais si on regarde, moi je n'ai pas travaillé à Western Union. Western Union voulait qu'on soit le crédit, ça soit un de leurs sous-traitants. Mais quand on a analysé, d'abord, premièrement, ils disent exclusivité. J'ai dit, mais c'est en Afrique qu'on demande une seule condition, mais une telle condition. En Europe ou en Amérique, vous allez dans un kiosque, c'est le client qui choisit. On ne peut pas venir me dire que si vous prenez... Oui, mais ça, c'est un accord, ça c'est plus un accord entre vous, c'est-à-dire que... Maintenant, les frais. Les frais, c'est pour les structures. Quand je regarde la structure des frais au niveau de Western Union, 50% des frais de transfert partagé Western Union. Nous, on était sous-traitants, ça veut dire quoi? La banque prend 25%, nous, on a 25%. Ok, maintenant, c'est en train de changer, ou ça a changé, il y a maintenant beaucoup de concurrence, même des compagnies africaines, qui font en sorte que c'est 50% ou 30% pour celui qui a la technologie et 20% pour le... Et comment est-ce que les banques peuvent, elles, justement, à leur niveau, contribuer au développement local? Oui, justement, ça contribue à rentabiliser la banque. Si la banque est rentable, à partir de ce moment-là, elle investit plus dans le développement. Mais le problème, c'est que le transfert, vous parlez de commission. Oui. Mais le transfert, il y a un bénéficiaire au village. Oui. Donc, le plus gros, ce n'est pas la commission.
de 200, 300, si on a transféré 1000 euros. Non. Vous savez que. Non, moi je parle de transfert. Pour un de vos concurrents, Expression Nord, par exemple, entre 1000 et 15 000 CFA, c'est 400 francs, entre 400 et 500 francs. Non, c'est en train de baisser. Non, mais chez vous, c'est combien? Chez vous, c'est combien? Actuellement, ce que je fais au Cameroun, je n'ai pas encore ouvert sur le plan. Mais justement, on va y venir parce que M. Babacar. À l'intérieur du Cameroun, on a un volume à peu près de 100 milliards à l'intérieur du Cameroun. Et nous prenons à peu près en moyenne, le coût est de 500 francs. Allez, c'est cher. Très bien. Alors, 500 francs CFA, je parle. OK? Donc, la moyenne des transferts pour un transfert, ça dépend du montant. OK? Donc, ça peut varier de 200 francs. oui, en fonction, effectivement. 1200 francs, en fonction du montant. Ça, c'est les transferts locaux. Maintenant, nous, notre objectif, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour voir comment on peut faire les transferts aussi sur le plan international. Parce que quand je regarde ce que Western Union nous proposait, c'était effectivement trop cher. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais 75% de ces montants vont ailleurs. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler de l'impact de ces transferts, de ces coûts pour le développement local. Oui, aussi. Je suis d'accord avec vous. C'est que moi, je crois à mon âme et conscience que le transfert de la diaspora pour contribuer au développement local est très important. Très bien. Alors, on va passer la parole justement à M. Babacar Ba, justement, pour savoir exactement, vous, comment est-ce que vous comptez? Je sais que vous mettez en place justement tout ce qui est paiement en ligne. Est-ce que de cette manière-là, il est possible de contribuer au développement local? Tout à fait. Merci, Karine. Vous me permettrez tout d'abord de remercier cette belle initiative de Canal 2, me réjouir de partager ce plateau avec ces éminents spécialistes et revenir un peu sur le cadre. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne que nous sommes aujourd'hui à un moment historique pour transformer ces flux importants qui proviennent de la diaspora en une véritable source de financement de nos pays du Sud. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est 66 milliards de dollars selon la Banque mondiale qui ont été transférés vers l'Afrique, dont 40 vers l'Afrique subsaharienne, comme vous avez dit tout à l'heure. Cette somme représente 10% des pays africains et en fonction de certains pays, ça peut aller jusqu'à 24%. C'est le cas des Comores, ou peut-être 10% pour le Sénégal, le Mali. Et il y a effectivement ces montants, donc ces 10% du PIB, c'est 2 fois les publics de développement et c'est des sommes beaucoup plus stables que ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Pourquoi? Puisque l'argent n'est pas soumis à des conditionnalités de retour. Quand un investisseur direct étranger injecte 100 milliards, il récupère 100 milliards plus, sauf que nous, l'argent que nous injectons est beaucoup plus stable. Alors, il y a, en tout cas, on peut analyser au niveau macroéconomie et au niveau microéconomie. Au niveau macroéconomie, ces montants, c'est considéré la balance des paiements extérieurs en termes de devises étrangères. Ça permet de stabiliser la balance des paiements extérieurs. Et au niveau microéconomie, ces sommes participent à la réduction de la pauvreté. Effectivement, il est démontré que les familles qui reçoivent des transferts d'argent augmentent leurs dépenses de santé, dépenses d'éducation, dépenses de consommation. Donc, c'est extrêmement clair. Ces montants participent de production à la réduction de la pauvreté dans les pays et les études l'ont démontré que les pays qui reçoivent plus d'argent de la diaspora, en tout cas, augmentent leur niveau de vie. Maintenant, il y a de grands enjeux auxquels nous sommes confrontés sur la zone Afrique. Pourquoi? Le premier enjeu, c'est comment baisser les coûts de transfert, puisque les coûts sont extrêmement chers en zone Afrique, c'est en moyenne 11%. C'est la zone la plus chère, contrairement à la zone Asie. Et 2, c'est comment faire en sorte que nos pays, nos banques puissent mobiliser l'épargne des migrants pour pouvoir financer les économies des pays récipiendaires. Deuxième grand enjeu, pourquoi? Parce que l'argent, vous savez que 80% de l'argent que nous envoyons, c'est du cash à cash. Oui. C'est pour manger, se soigner, boire, dormir. Donc, les banques n'arrivent pas à mobiliser l'épargne. Je voudrais simplement rappeler que la diaspora chinoise est à l'origine aujourd'hui de l'avancée de la Chine parce qu'ils ont réussi à mobiliser l'épargne. Le président a rappelé un exemple extrêmement important tout à l'heure, les Marocains, qui ont créé ce qu'on appelle le concept MRE, Marocains résidant à l'extérieur.
Et aujourd'hui, il faut comprendre que les banques marocaines ont réussi à mobiliser l'épargne des migrants, puisque l'argent des Marocains de la diaspora passe par ce qu'on appelle du compte à compte. Donc l'argent est mobilisé, les banques marocaines parviennent à mobiliser pour financer l'économie. Maintenant, les grands enjeux dans nos pays aujourd'hui subsahariens, c'est comment faire, puisque nous pensons que si nos États parviennent à mobiliser l'argent, aujourd'hui, selon la Banque mondiale, c'est 54 milliards de dollars que les Africains ont épargnés dans les pays du Nord. C'est beaucoup d'argent. Si nous parvenons à les mobiliser, et là il y a des concepts comme ce qu'on peut appeler la bibancarisation qui permet aux banques du Sud de venir collecter l'épargne dans les pays du Nord. Moi j'ai été pendant presque 4 ans directeur régional d'une grande banque africaine que je ne citerai pas pour des raisons de publicité ici, qui est en France et qui continue de faire en tout cas un travail exceptionnel dans la bibancarisation. Maintenant, comment faire pour baisser les coûts? Puisqu'il faut savoir que plus on baisse les coûts, on réduit la part de l'informel. Puisque avant, l'informel avançait parce que les coûts étaient très chers. Plus nous avons baissé les coûts, plus la part de l'informel baisse et c'est encore, ça participe en tout cas à massifier les envois. Il y a aujourd'hui aussi l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. Vous avez parlé de Western Union qui existe depuis 4 ans, depuis 100 ans, qui est un leader mondial, qui fixe ses règles du jeu, comme le DG a dit. Quand ils arrivent, ils disent aux banques locales que nous sommes un produit d'appel, c'est à prendre ou à laisser. Et les banques courent derrière. Et on sait que ces organisations gagnent l'argent sur la rémunération de la collecte et pas forcément sur les frais de transfert, puisque l'argent at the end of the day est déposé sur des comptes qui sont rémunérés. Maintenant, l'arrivée des services financiers mobiles fait partie des formidables avancées aujourd'hui pour baisser les coûts de transfert, parce que les acteurs de services financiers mobiles parviennent aujourd'hui à envoyer des flux à moindre coût. Et donc c'est aussi tout le sens, comme le DG l'a dit tout à l'heure, de cette belle révolution vers la Banque mobile du Crédit du Sahel. C'est très optimiste tout ce que vous nous racontez. Là. Non, c'est très optimiste. Mais la baisse, attendez 2 secondes, la baisse dont vous parlez, même pour les transferts par mobile, moi je ne la vois pas encore. Je demandais tout à l'heure à M. Carbassou combien coûtent les transferts. C'est quand même des 1000 francs CFA, ça coûte quand même entre 200, 300 et 500 francs CFA. C'est très très cher. Oui, mais c'est très cher. Juste un dernier mot. Oui. Vous avez évoqué cette bibancarisation en Afrique subsaharienne, on n'en est pas là. Pourquoi? Et moi je reviens aux États. Non, on parlait plus par rapport à la diaspora. C'est-à-dire que la bibancarisation, c'est le fait pour des migrants d'ouvrir des comptes dans leur pays d'origine, c'est-à-dire que les banques africaines. Bien entendu. Par exemple, parce que environ 70% des transferts restent encore informels aujourd'hui. Non, donc non, la part de l'informel. Alors, juste pour ça, est-ce que vous pouvez juste répondre là-dessus? Oui, non, la part de l'informel. Et donc nous sommes à combien? Non, sérieusement, la part de l'informel aujourd'hui représente moins de 20%. Et ça, c'est la Banque mondiale qui parle. Quand vous allez regarder le rapport Send Money Africa ou le dernier Factbook 2011. Donc il y a moins de transferts qui échappent aux banques. Vous savez pourquoi? En Afrique subsaharienne? Non, on parle dans les transferts internationaux. Ah non, moi je parle de l'Afrique subsaharienne. Revenons sur l'Afrique subsaharienne. Non, sur l'Afrique subsaharienne aussi. Sur l'Afrique subsaharienne aussi. 70% des non, je ne pense pas. Regardez, vous savez, 5021 milliards, selon le dernier rapport de la BCEAO qui est sorti il y a à peine un mois, 5021 milliards de francs CFA ont été échangés en zone UMOA, selon donc la BCEAO. Et cette somme, quand vous voyez ces chiffres, aujourd'hui en Afrique subsaharienne, surtout en zone UMOA, les services financiers mobiles sont extrêmement poussés. Vous avez de grands acteurs comme Orange Money, comme Airtel, comme Tigo. Donc aujourd'hui, quand les gens faisaient du transfert, quand il n'y avait que Western Union et les banques, les tarifs étaient extrêmement chers. Mais aujourd'hui, vous prenez Orange Money, Côte d'Ivoire, ou Mobile Money, Côte d'Ivoire, Orange Money, Sénégal, vous envoyez à l'autre bout du pays de l'argent à 100 francs CFA. Nous ne sommes plus tout à fait dans le transfert des migrants. Oui, mais alors s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Non, vous parliez des transferts locaux. Juste une minute, s'il vous plaît. Alors, je rappelle quand même que c'est possible aux téléspectateurs de participer, de poser les questions ou alors de témoigner au 01 48 37 33 07. Je vais revenir sur le sujet qui me préoccupe, c'est-à-dire qu'effectivement avec l'arrivée du mobile banking, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on va plus développer nos villages? Est-ce que ça va être possible? Puisque vous nous expliquez que les coûts
d'envoi, en tout cas les commissions, désormais sont réduites. Est-ce qu'il y a une partie qui va partir dans le développement local? Absolument. Alors regardez, aujourd'hui quand vous arrivez, par exemple, prenons l'exemple du Cameroun où nous sommes en train de déployer la plateforme Sahel Money avec le Crédit du Sahel, qui depuis 20 ans fait un travail exceptionnel de réduction de la pauvreté. C'est du concret, c'est du réel. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans cette partie Sahel, dans cette partie nord du pays, il y a des hommes et des femmes qui depuis 2 décennies participent drastiquement à la baisse de la pauvreté en apportant des services financiers aux populations rurales, puisque c'est effectivement ce que fait Daniel Kalbasso avec ses équipes depuis 20 ans. Donc quand nous arrivons avec une plateforme de services financiers mobiles, ça veut dire que chaque Camerounais, quel que soit son point de présence dans le pays, partout où il y a une couverture cellulaire, peut accéder aux services financiers. Il est démontré que la banque mobile a permis aux populations d'avoir un accès aux services financiers. Donc ça, avec une faiblesse quand même, qui est que de mon point de vue, on est encore dans du pick and go. Je viens, j'ai mon argent, je m'en vais. Ça ne profite à personne. Et on est dans des pays qui ont besoin de bancarisation. Aux institutions de On va laisser finir, monsieur Ba. On va laisser finir, monsieur Ba. Non, pas forcément. Oui, juste après. Parce que non, sincèrement, regarde, aujourd'hui, quand on arrive aujourd'hui avec la plateforme de services financiers mobiles, il faut quand même comprendre que la banque en Afrique, le taux de bancarisation est aujourd'hui à moins de 20%. La banque est faite pour les élites, la banque est concentrée dans les villes, et donc dans les coins les plus reculés de nos pays, qui sont à majorité des populations rurales, on n'a pas de banque. Donc le téléphone aujourd'hui leur permet d'accéder aux services financiers. Aujourd'hui, le téléphone peut permettre d'accéder à la santé, puisqu'il y a des initiatives. Aujourd'hui, vous avez l'alliance, vous avez le projet MAMAS, Mobile Alliance for Maternal Action, qui est une application mobile qui envoie des messages aux femmes enceintes. Oui, pour réduire, on l'a vu. Il faut savoir quand même qu'il y a à peu près 100 des enfants qui meurent chaque jour. Tout à fait, Vous avez des bibliothèques aujourd'hui qui sont embarquées sur des applications mobiles. Il faut savoir que nos pays n'ont pas les moyens, donc il y a un défaut d'infrastructure universitaire, hospitalière, hôtelière, et le téléphone vient réduire, le téléphone vient combler ce retard-là. Ce petit vide. Alors, s'il vous plaît, monsieur, je vous propose juste de prendre un appel, s'il vous plaît. Allô? Oui. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour. On vous écoute, monsieur. D'accord, je suis monsieur Bité de Maison. J'appelle Damien Picardie. Très bien. On vous écoute. Oui, je suis monsieur Bité de Maison. J'appelle Damien Picardie en France. Donc je voudrais intervenir à l'émission. Vous êtes à l'antenne, monsieur. Le sujet est très très important, mais je ne veux pas juger les panélistes qui nous amènent dans les agrégats. Mais vous avez posé une question claire, en quoi les transferts peuvent développer l'Afrique. Il faut déjà savoir, la majorité des transferts en dehors des Maliens, qui ont développé une région qu'on nous a montré à la télé, qui ont un système bien organisé de transfert d'argent et de développement local. Chez nous en Afrique subsaharienne, moi je suis camerounais, les transferts qui vont au Cameroun servent plutôt dans la subsistance que dans le développement. Donc les gens envoient de l'argent à leur famille pour manger, pour se soigner, mais les gens, je pense que globalement, quand autour de nous, peu envoient l'argent pour construire une maison, ou alors pour créer une activité commerciale, ou pour créer une activité génératrice de revenus. La plupart d'argent qui part en Afrique, c'est pour aider les familles, soit payer les loyers, soit manger, soit payer le traitement, soit payer l'école. Donc, en réalité, moi, globalement, sur le plan global, je pense que les transferts d'argent, nos pays, les gouvernements de nos pays devaient s'arranger à ce que nous sortons de ce niveau-là, qui donne à nos populations, à nos familles que nous avons laissées en Afrique, des moyens de se soigner, de se nourrir, et comme ça, les transferts qui viendront d'Europe ou d'Amérique ou du Canada pourront aider à faire autre chose. Parce que nous avons encore des problèmes élémentaires de vie et de survie, si bien que les transferts qui partent servent à cela. Merci beaucoup, monsieur. Je continue. Merci. Alors, on va devoir rapidement conclure. Le sujet est intarissable. Donc, monsieur Kalbasso, je vais commencer par vous, mais il faut conclure. Non, ce que je voulais dire, je voulais prendre un seul exemple. Et que je fais depuis 18 ans. Un producteur de riz, chez moi là-bas, si on lui achète les 4 sacs
d'engrais, plus un sac de semences, il multiplie sa production par 4. Mais c'est qui lui achète? Mais on lui donne un crédit. Ah oui, très bien. Le crédit du SAES, c'est ce que nous faisons. Très bien. Sans ce sac d'engrais, dans un demi-hectare, il va produire 10 sacs de paddy. Or, avec ces sacs d'engrais, il produit 40 à 50 sacs de paddy. Il a besoin de 10 sacs pour rembourser son crédit. Et nous avons comme ça 200 000 paysans que nous finançons chaque année. Très bien. Et c'est sur la base effectivement de l'aide qui viennent et c'est des fonds et ce sont des microcrédits. On est ici au niveau du microcrédit. Mais maintenant, si on parle de grandes structures, moi j'ai travaillé 20 ans dans les grandes structures. Maintenant, j'ai quitté, je suis rentré au village parce que on a dit, ces gens, on ne peut pas les financer. Et pourtant, ce sont des gens qui en ont besoin. Compris. Et nous, quand on les finance, on les forme, on les organise et ils développent leur activité. Merci beaucoup, M. Kalbassou. Merci, okay. C'est très important, les microcrédits. Merci. Christian, pour conclure. Je m'étonne qu'on en soit réduit à se féliciter de la sortie de la pauvreté. Vraiment, si sortie de la pauvreté devient une ambition, l'Afrique est vraiment... voilà. La Banque mondiale parle même de réduire l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté, absolument. Moi, je suis né dans un pays, le Cameroun, où... le président Idjo, alors c'était peut-être un dictateur, ce que vous voudrez, mais il nous disait que nous étions le fer de lance de la nation et que ce pays devait se développer. Vous parlez d'agriculture, il y avait le FONADER au Cameroun, d'accord? Et c'est avec des plans quinquennaux. C'est comme ça qu'on développe un pays, qu'on développe ses zones rurales, qu'on développe ses villes, non pas en s'appuyant sur les transferts de migrants ou alors la microfinance de structures qui sont là pour gagner de l'argent. Très bien. Et rien d'autre. Vous n'êtes pas un philanthrope. Vous êtes un banquier. Ce sera pour conclure. Merci beaucoup, Christian. Ah non, mais c'est Monsieur Babacar. Non, c'est pas une mauvaise compréhension, M. Kalbassou. Mais vous êtes un banquier. S'il vous plaît, je vais reprendre un appel. Juste une minute. Allô? Ah oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Je m'appelle Monsieur Ba également et je vous appelle de Paris. Oui, vous êtes à l'antenne, j'ai écouté votre sujet qui est fort intéressant et je voudrais réagir un petit peu à la participation du dernier intervenant. Très bien. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Ce que je voudrais préciser, c'est que les sociétés de transfert d'argent, effectivement, travaillent pour elles-mêmes. C'est vrai. Et ce sont les gens qui sont ici, les gens de la diaspora, et qui les font vivre également. À travers ces gens de la diaspora qui envoient énormément d'argent chez eux et qui permettent à leurs parents, à leurs cousins de pouvoir vivre correctement, il y a une grosse partie qui a été amputée à l'État. C'est-à-dire que ce que l'État devait faire, ce sont les gens de la diaspora qui le font. Si aujourd'hui, je pense que c'est plutôt à l'État, aux différents États qu'on devrait demander de faire un effort, parce que cet effort-là est déjà fait par les gens de la diaspora aujourd'hui. Donc comment eux peuvent, par rapport à ces différentes sociétés qui travaillent chez eux, mettre en place des mécanismes qui font que les frais de transfert seront de toute façon taxés à un moment ou à un autre, de manière à ce que la population en bénéficie. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Alors, vous allez devoir conclure rapidement, justement. Oui, merci. Alors, Karim, la note d'espoir, c'est qu'il faut quand même savoir une chose. Quand les enfants d'Afrique envoient 2 fois l'aide publique au développement, 2 fois, ça veut dire que ces gens-là doivent être considérés comme de véritables partenaires au développement. Et donc, les enjeux, c'est comment mobiliser et inciter la participation financière de la diaspora, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il y a des pays qui l'ont fait, comme la Chine. Demain, nous appelons nos États à lancer l'émission de bons diaspora. C'est les diaspora bonds qui peuvent permettre de financer et de passer le next step. Vous avez dit, et le journaliste l'a dit tout à l'heure qui a appelé, 80% de l'argent, c'est du cash à cash. Le transfert d'argent répond à des besoins, à des demandes urgentes de manger, boire, se soigner. Il faut trouver les moyens, comme d'autres pays sont en train de le faire, comme le Maroc, de mobiliser l'épargne, puisque, encore une fois, ces ressources sont plus stables que les investissements des étrangers. Si nous, les fils de l'Afrique, nous pouvons participer à financer nos pays avec une nouvelle source de financement, c'est quand même quelque chose qui est fort intéressant et nous devons réfléchir sur ces transitions économiques. Merci beaucoup. Louis. Pour ma part, je crois qu'il faut que nous sortions de la posture de spectateurs passifs
pour devenir de véritables acteurs. Et là, il ne s'agit pas que de la diaspora, il s'agit également de nos États qui doivent considérer que si l'argent arrive et qu'on peut utiliser cet argent pour résoudre un problème comme celui de la bancarisation de nos populations, c'est quand même un drame. On est dans un pays et dans un continent où le taux de bancarisation est l'un des plus faibles au monde. De l'argent cash arrive et on ne saisit pas l'occasion pour créer un nouveau compte bancaire. Je crois que c'est la première chose qu'on devrait faire. La deuxième chose, et je pense que le Nigeria le fait d'ailleurs actuellement, c'est-à-dire quand vous envoyez de l'argent, si la personne n'a pas un compte bancaire, elle ne peut pas retirer son argent. Donc, c'est quelque chose qui peut déjà être exploré comme piste. La deuxième, c'est que Monsieur Kalbassou le relevait, les technologies coûtent cher. Depuis combien d'années on nous parle de transfert de technologies du nord vers le sud? On devrait trouver une solution à cela. Soit on négocie avec les détenteurs des technologies pour que le coût baisse, ce qui rendrait le transfert d'argent beaucoup plus accessible, en tout cas moins pénalisant pour ceux qui envoient de l'argent, et puis s'approprier ces technologies-là. Le mot